Marcher dans la vie sans calme, c'est comme tenir un verre brisé dans les mains. Chaque mouvement brusque te coupe un peu plus. C'est ainsi que vit la majorité. Ils réagissent sans réfléchir, se laissent emporter par le bruit, puis se demandent pourquoi tout leur fait mal. La vérité est simple, celui qui n'apprend pas à maîtriser son intérieur finit par être victime de tout ce qui se passe à l'extérieur. Le calme n'est pas un luxe, c'est une question de survie. Il te soutient quand tout s'effondre. Il te donne de la clarté lorsque le stress embrouille l'esprit. Il te donne du pouvoir lorsque les autres perdent le contrôle. Et même si beaucoup pensent qu'il s'agit de douceur ou de passivité, en réalité, c'est l'une des formes les plus frappantes de force. Parce qu'il faut du caractère pour ne pas exploser, pour ne pas tomber dans les provocations, pour ne pas se laisser manipuler par le chaos des autres. Il faut de la discipline pour rester ferme lorsque les autres tremblent. Cette vidéo est un guide pour cela, pour que tu cesses d'être manipulé par tes impulsions et que tu commences à prendre des décisions à partir d'un lieu plus élevé, plus conscient, plus puissant. Ici, nous n'allons pas idéaliser le calme. Nous allons le comprendre pour ce qu'il est vraiment. Une arme interne qui s'entraîne tous les jours. Un outil pour mieux penser, mieux agir et vivre sans perdre d'énergie dans ce qui n'a pas d'importance. Si tu appliques ces leçons, ton esprit cessera de courir comme un animal effrayé et commencera à bouger comme quelqu'un qui sait qui il est et où il va. C'est ce qui rend une personne vraiment dangereuse, la capacité de rester en contrôle lorsque le monde essaie de la pousser. Reste, parce que ce qui vient peut changer la façon dont tu réponds au monde et la façon dont le monde répond à toi. 1. Concentre-toi seulement sur ce que tu peux contrôler. Se déplacer dans la vie en essayant de tout contrôler est comme essayer de retenir une tempête avec les mains ouvertes. Plus tu te désespères, plus elle t'échappe entre les doigts. C'est pourquoi tant de gens vivent épuisés, frustrés et avec le sentiment que rien n'avance, parce qu'ils investissent leur énergie à lutter contre des choses qu'ils ne peuvent pas changer. Et voici la partie dure. Tu ne manques pas de force, tu manques de direction. Le problème n'est pas l'effort, c'est le gaspillage. Tu utilises ton esprit pour porter des poids qui ne t'appartiennent pas, essayant d'anticiper des opinions, des comportements, des résultats et des émotions qui ne te correspondent pas et que tu ne peux pas modeler. En revanche, la seule chose que tu peux vraiment gérer, ton attitude, tes décisions et ta réponse, est reléguée au second plan parce que l'inquiétude consomme tout. Les stoïciens l'ont compris depuis des siècles, mais la science moderne le confirme. L'esprit humain s'effondre lorsqu'il tente de traiter des variables hors de sa portée. Le cerveau entre en mode alerte, le cortisol monte, le corps se tend et la clarté disparaît. C'est comme essayer de voir à travers la fumée. Plus tu te forces, moins tu vois. C'est pourquoi il est si dangereux de vivre en essayant de contrôler l'extérieur. Cela te fatigue, te distrait et te prive de présence. Et si tu y réfléchis bien, presque toutes tes frustrations viennent de là, d'essayer de contrôler le climat émotionnel d'une autre personne, de vouloir que quelqu'un agisse comme tu l'attends, de t'obséder avec un résultat qui n'arrive pas encore, de lutter contre des scénarios qui ne sont que dans ta tête. Quand tu te concentres uniquement sur ce qui dépend de toi, quelque chose change en toi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la précision. L'énergie qui était auparavant dispersée se concentre sur quelque chose, les bonnes, celles qui influencent réellement ta vie. Tu commences à remarquer que tes efforts portent plus, que tes décisions deviennent plus claires et que tes émotions cessent de rebondir contre ce qui se passe à l'extérieur. Et alors quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Ta présence se renforce. Parce qu'une personne qui ne s'épuise pas à essayer de contrôler l'incontrôlable transmet de la sécurité. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, elle n'a pas besoin de manipuler ni de forcer des situations. Elle agit simplement à partir du contrôle interne que les autres n'ont pas. Mais voici la partie qui fait mal à accepter. Te concentrer seulement sur ce que tu peux contrôler implique de renoncer à l'illusion du contrôle total. Et beaucoup ont du mal à lâcher cette fantaisie.
Ils veulent avoir des certitudes avant de bouger un doigt. Ils veulent des garanties avant de prendre une décision. Ils veulent que tout soit stable, prévisible et confortable. La vie ne fonctionne pas comme ça. Le monde ne s'arrête pas pour s'adapter à tes attentes. Les gens ne vont pas changer juste parce que tu le veux. Les résultats n'arriveront pas à ton rythme, ni à ta mesure, ni à ton goût. La réalité est implacable et c'est pourquoi tu dois apprendre à distinguer ce qui est à toi et ce qui ne l'est pas. Ce qui est à toi, c'est ton caractère, ta discipline, tes mots, tes décisions, ta façon de faire face aux problèmes. Ce qui est à toi, c'est comment tu réagis, pas ce qui se passe. Et quand tu acceptes cela, tu cesses d'être une victime de la vie et tu deviens quelqu'un de dangereux parce que les choses extérieures ne te brisent plus, les émotions des autres ne te manipulent plus, l'incertitude ne te déséquilibre plus. Tu comprends que le pouvoir n'est pas dans le contrôle du monde, mais dans le contrôle de ta place en son sein. Si tu veux construire une sérénité solide, c'est la première étape. Tu ne peux pas être en paix si ton esprit est occupé à combattre des batailles externes. Fais une pause avant de réagir. Réagir sans réfléchir, c'est comme allumer une étincelle dans une pièce pleine d'essence. Peut-être que ça n'explosera pas, mais si ça explose, ça te détruit en premier. Chaque personne qui vit esclave de ses impulsions porte de petites explosions internes qui finissent par brûler des relations, des opportunités et même leur propre image. La plupart ne comprennent pas cela. La réaction immédiate n'est pas du courage, c'est un manque de contrôle. Et celui qui ne contrôle pas sa réaction cède son pouvoir à l'environnement, aux paroles des autres, au bruit du moment, à l'émotion de l'instant. La pause est la différence entre ruiner quelque chose et le sauver, entre agir avec sagesse et regretter plus tard. Il ne s'agit pas d'être lent, il s'agit d'être conscient. Quand tu te donnes 2 secondes avant de répondre, tu brises la chaîne automatique que l'ego et la peur activent. La science le prouve. Quand tu réagis sans pause, l'amygdale prend le contrôle et ton cerveau passe en mode survie, pas en mode raisonnement. Ta clarté se réduit, tes mots s'accélèrent, tes décisions perdent en précision. Faire une pause change cela. Faire une pause donne à ton esprit rationnel le temps de reprendre le contrôle, de réorganiser l'information et de choisir une réponse qui ne te détruira pas toi-même. La pause n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Et ceux qui n'ont pas de stratégie finissent toujours par regretter. Pense à combien de fois tu as dit quelque chose que tu ne voulais pas dire, fait quelque chose que tu ne voulais pas faire ou pris des décisions sous l'effet de la colère, de l'orgueil, de la rage ou de l'insécurité. Tout cela parce que tu ne t'es pas arrêté, parce que tu as cru que répondre immédiatement démontrait ta force, alors que la vraie force réside dans le fait de pouvoir t'arrêter même quand tout en toi te pousse à exploser. Faire une pause avant de réagir te donne aussi un avantage émotionnel. Cela te permet de voir l'intention réelle derrière les paroles de quelqu'un d'autre. Cela te permet de détecter les provocations. Cela te permet de reconnaître quelle émotion parle en premier. Parfois, tu n'es pas en colère contre la personne en face de toi. Tu es en colère contre toi-même, contre ta journée, contre ton stress accumulé, contre quelque chose qui s'est brisé en toi. Et sans pause, tu finis par décharger ce poids sur les autres, créant des conflits qui ne sont pas réels, juste des reflets de ton intérieur perturbé. La pause te révèle des choses que tu ne verrais pas autrement. Elle révèle que beaucoup de discussions ne valent pas la peine. Elle révèle que beaucoup de messages n'ont pas besoin de réponse. Elle révèle que beaucoup de provocations sont des pièges pour te faire perdre ton équilibre. Elle révèle que la plupart du bruit extérieur ne mérite pas ton énergie. Quand faire une pause devient une habitude, tu deviens quelqu'un de difficile à manipuler, quelqu'un de solide, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter émotionnellement par ce qu'il ressent dans les premières secondes. Et oui, faire une pause est inconfortable, parce que cela t'oblige à regarder en toi.
Cela t'oblige à reconnaître l'impulsion avant de la lâcher. Cela t'oblige à accepter que tu n'as pas toujours besoin de réagir. Cela t'oblige à choisir. Et choisir, c'est prendre ses responsabilités. Mais cette responsabilité est justement ce qui te rend plus mature, plus fort et plus conscient de ton propre pouvoir. Les meilleures décisions de ta vie naîtront de pauses. Des pauses avant de discuter, des pauses avant de répondre à des messages, des pauses avant de prendre des décisions importantes, des pauses avant de tomber dans les provocations. La pause n'élimine pas ta force, elle l'affine. La pause n'éteint pas ta voix, elle la place au bon moment. La pause ne te rend pas froid, elle te rend stratégique. Si tu veux maîtriser le calme, cette étape est obligatoire. Parce que le calme ne se construit pas seulement avec des pensées tranquilles, mais avec des décisions lentes et précises au milieu du chaos. 3. Observez votre esprit avec clarté. Se regarder dans le miroir avec un visage propre est facile, mais essayez de le faire avec des verres embués par la vapeur. Vous ne verrez que des formes floues. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il n'est pas observé avec clarté. Lorsque vous ne le nettoyez pas du bruit, des émotions non traitées, des idées imposées par d'autres, des habitudes automatiques qui occupent de l'espace depuis des années. Beaucoup de personnes vivent avec un esprit embué et ne s'en rendent même pas compte. Ils confondent le bruit avec la pensée, l'anxiété avec l'intuition, la peur avec la logique. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leurs décisions ne les mènent pas là où ils veulent aller. Observer votre esprit ne consiste pas seulement à vous asseoir et à penser, c'est regarder en face ce qui se passe en vous sans le justifier ni le maquiller. C'est vous demander honnêtement. Cette pensée est-elle la mienne ou l'ai-je héritée de quelqu'un? Cette émotion vient-elle du présent ou est-elle une réaction traînée du passé? Ce jugement que je fais a-t-il une base réelle ou n'est-ce qu'une interprétation basée sur des insécurités? Il ne s'agit pas de vous obséder avec chaque pensée, il s'agit de ne pas les laisser devenir votre maître sans que vous vous en rendiez compte. Le stoïcisme parle de l'importance de l'autogouvernement. Et cela commence par l'observation. Marc Aurèle disait qu'un esprit calme voit la réalité telle qu'elle est, pas comme il craint qu'elle soit. Les neurosciences le confirment. Lorsque vous activez l'état d'observation consciente, le cerveau diminue la réaction émotionnelle et augmente la fonction exécutive, ce qui signifie que vous pouvez penser plus clairement, prendre de meilleures décisions et réduire le stress inutile. Mais pour y parvenir, vous devez ralentir la vitesse à laquelle vous consommez les pensées. L'esprit n'est pas le problème. Le problème est de ne pas savoir comment il fonctionne. Imaginez quelqu'un qui reçoit des centaines de messages par jour sans les ouvrir, les empilant simplement. C'est ce que vous faites lorsque vous n'observez pas votre esprit. Vous accumulez des émotions, des pensées, des jugements, des désirs, des frustrations et des attentes sans les examiner, et ensuite tout s'effondre d'un coup. C'est pourquoi vous êtes irritable sans savoir pourquoi. C'est pourquoi vous avez du mal à dormir même si vous êtes fatigué. C'est pourquoi vous cherchez constamment des distractions, parce que le bruit en vous est devenu insupportable. La clarté mentale n'arrive pas par accident. Elle se cultive, elle s'entraîne, et cela commence par arrêter d'agir en automatique. Observez comment vous pensez lorsque vous êtes seul. Observez comment vous vous parlez après avoir commis une erreur. Observez quelles pensées apparaissent lorsque quelqu'un vous ignore, vous critique ou vous déçoit. C'est là la matière première de votre esprit. Pas l'image que vous montrez sur les réseaux sociaux, pas le masque que vous portez pour plaire. Ce que vous pensez dans ces moments définit votre perception et, par conséquent, votre réalité. Observer l'esprit signifie aussi prendre conscience des boucles. Il y a des pensées qui reviennent encore et encore, sous différentes formes, mais avec le même fond. Peur, insécurité, besoin de validation. Tant que vous ne les voyez pas clairement, ils continueront à prendre des décisions pour vous. Vous continuerez à attirer des relations vides. Vous continuerez à saboter ce que vous construisez. Vous continuerez à répéter de vieilles histoires avec de nouveaux personnages.
Le pouvoir d'un esprit observé est qu'il cesse d'être un champ de bataille et devient une salle de stratégie. Vous ne vous battez plus avec ce que vous ressentez, vous le comprenez. Vous ne niez plus ce que vous pensez, vous l'examinez. Vous ne fuyez plus vos ombres, vous les reconnaissez. Et lorsque vous faites cela, vous retrouvez le contrôle. Vous prenez des décisions plus claires. Vous agissez avec plus d'intention. Vous vivez avec plus d'ordre interne, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas dominer ce que vous ne voyez pas. Et vous ne pouvez pas voir ce que vous n'êtes pas prêt à observer calmement. 4. Réponds avec calme. Être au milieu du chaos, c'est comme être dans une pièce en flammes. Tu peux crier, courir et tout pousser sur ton passage, mais tu ne fais qu'attiser le feu. Ou tu peux respirer, analyser la sortie et agir avec précision. C'est cela, répondre avec calme. Il ne s'agit pas de feindre la tranquillité, mais de la maîtriser. Parce que le monde est plein de personnes qui réagissent, mais peu qui répondent. Et cette différence change ta vie. Répondre n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est regarder la situation, reconnaître tes émotions et décider avec froideur ce que tu vas faire, pas ce que tes impulsions te commandent. La plupart des gens restent coincés en mode automatique. On leur dit quelque chose et ils explosent. On leur fait quelque chose et ils ripostent. Ils se sentent ignorés et se désespèrent. Ils ne comprennent pas que ce schéma est exactement celui qui les maintient dans des cycles de frustration, de drame, de fatigue. Tout cela parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir avant d'agir. Répondre avec calme signifie s'élever au-dessus du stimulus. Quelqu'un te provoque et tu ne réagis pas. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne cèdes plus le contrôle de ta paix à n'importe qui. Quelqu'un t'ignore et tu ne te détruis pas de l'intérieur, parce que tu as déjà appris que tout ne mérite pas ton attention. Quelqu'un te déçoit et tu ne t'effondres pas, parce que ton monde ne tourne pas autour du comportement des autres. C'est ça, le vrai pouvoir. Le pouvoir silencieux. Le pouvoir qui n'a pas besoin de crier, ni de prouver quoi que ce soit, parce qu'il se soutient de l'intérieur. La science le confirme. Un cerveau en état de calme traite mieux l'information, prend des décisions plus rationnelles, maintient la connexion avec la pensée stratégique. En revanche, le cerveau en réaction cherche seulement à survivre. Il veut avoir raison, il veut protéger l'ego, il veut évacuer l'émotion sans penser aux conséquences. C'est ainsi que l'on perd des opportunités, que l'on endommage des relations et que l'on prend des décisions qui pèsent ensuite comme des chaînes. Le calme n'est pas attendre que tout aille bien. C'est agir correctement même quand rien ne va. C'est choisir la réponse qui te représente le plus, pas celle qui satisfait ton orgueil momentané. C'est comprendre que chaque situation à laquelle tu fais face est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi. Et oui, parfois tu vas échouer, tu vas exploser, tu vas regretter d'avoir parlé sans réfléchir. Mais chaque fois que tu choisiras de répondre avec calme, tu renforceras cette partie de toi qui ne se laisse pas emporter par l'émotion. Cette partie qui observe avant d'agir. Cette partie qui construit et ne détruit pas. Répondre avec calme ne signifie pas toujours se taire. Cela signifie choisir quand parler, comment parler et surtout pourquoi. Parfois ta réponse sera ferme et directe. Parfois ce sera le silence. Parfois ce sera de te retirer sans explication. Mais ce ne sera pas une réaction vide. Ce sera une décision consciente. Et cela fait toute la différence. Maîtriser ce point transforme la façon dont les gens te voient. Les gens commencent à le remarquer. Ils perçoivent qu'ils ne peuvent pas te manipuler facilement, que tu ne te brises pas avec n'importe quel mot, que tu ne réponds pas à partir de la blessure. Ta présence change. Ton énergie devient plus propre, plus forte, plus stable. Parce qu'une personne qui sait répondre avec calme transmet de l'autorité, non pas avec des cris, mais avec de la cohérence. Tu n'es pas ici pour gagner des disputes, tu es ici pour gagner en clarté. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde, tu es ici pour ne pas te trahir toi-même. Le calme n'est pas la destination finale, c'est le pont qui te mène à une vie avec moins de drames, moins de regrets et plus de pouvoir. Et ce pont est traversé chaque fois que tu décides de répondre comme quelqu'un qui ne vit plus à partir de l'impulsion,
mais à partir du choix. 5. Entraînez votre sérénité quotidienne. La sérénité n'est pas cet état mystique qui se produit lorsque tout autour de vous est parfait. C'est plutôt comme un muscle qui ne se renforce que sous pression. Pensez à quelqu'un qui apprend à nager, mais pas dans des eaux calmes, mais au milieu d'un courant. S'il attend que tout se calme pour se lancer, il n'apprendra jamais. Il en va de même pour votre esprit. Vous ne pouvez pas attendre que tout soit en ordre pour pratiquer le calme. Vous devez l'entraîner précisément lorsque le monde tremble. C'est là qu'il se forge. C'est là qu'il devient réel. Beaucoup de gens veulent la paix, mais la cherchent comme quelqu'un qui cherche un repos temporaire. Ils prennent un café, respirent, éteignent leur téléphone portable. Mais quand le premier conflit apparaît, ils éclatent, parce que leur sérénité était en papier, pas en fer. On n'entraîne pas le calme en lisant simplement de belles phrases. On l'entraîne au moment précis où quelque chose vous perturbe et vous choisissez de respirer. On l'entraîne lorsque quelqu'un ne vous respecte pas et vous choisissez de ne pas vous perdre dans la colère. On l'entraîne lorsque la journée devient lourde et que vous restez présent, concentré, ferme. Ce n'est pas quelque chose qui arrive un jour et reste avec vous. C'est un entraînement quotidien. Comme aller à la salle de sport, mais pour le caractère. Chaque situation difficile est une répétition. Chaque conflit est une charge. Chaque pensée accélérée est une opportunité pour renforcer la respiration, la présence, l'autocontrôle. Et comme tout entraînement, au début, c'est difficile. Il y a des jours où tout semble vous briser, où vous avez l'impression de ne pas avancer, où votre esprit veut s'échapper. Mais si vous ne renoncez pas, le muscle grandit. Votre capacité à rester calme devient naturelle. Vous n'avez plus besoin de vous rappeler comment réagir. Votre corps et votre esprit le font par instinct, parce que vous l'avez déjà entraîné. Le stoïcisme le dit sans fioriture. L'entraînement commence dans l'inconfort. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce qu'ils veulent que la sérénité leur vienne facilement. Ils veulent obtenir la maîtrise sans discipline. Mais cela n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir la paix sans la pratiquer. Vous ne pouvez pas avoir de clarté sans l'entraîner. Vous ne pouvez pas avoir de réponse sage si vous n'avez jamais supporté les questions inconfortables. Vous ne pouvez pas espérer que le feu ne vous brûle pas si vous ne vous en êtes jamais approché avec conscience. La clé est de faire de la sérénité une partie de votre style de vie. Non pas comme quelque chose d'optionnel, mais comme une partie de votre routine mentale. Commencez par des détails. Ne répondez pas immédiatement à ce qui vous perturbe. N'agissez pas sur le premier impulse. Observez votre état interne au réveil. Faites de courtes pauses avant de prendre des décisions importantes. Écrivez comment vous vous êtes senti après une dispute. Soyez conscient de ce qui active vos pensées accélérées. Ce type d'action est ce qui entraîne votre centre. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation ou de retraite spirituelle. Vous avez besoin de constance. Vous avez besoin d'intention. Vous avez besoin de vous mettre mal à l'aise consciemment pour grandir. Serein n'est pas celui qui ne ressent rien. Serein est celui qui ressent tout et pourtant décide. Serein est celui qui a la force de rester quand tout lui crie de fuir. Serein est celui qui observe son chaos interne sans laisser ce chaos le conduire. Et cela ne s'improvise pas. Cela s'entraîne, avec des erreurs, avec de la pratique, avec de la répétition. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, mais vous pouvez décider d'être l'un des rares qui le sont. Ne le faites pas pour les autres. Ne le faites pas pour qu'ils vous voient calme. Faites-le parce que vivre dans la sérénité quotidienne, c'est vivre sans porter de réaction qui vous pèsent ensuite. Faites-le parce que chaque jour où vous entraînez votre centre, vous devenez quelqu'un de plus difficile à briser, plus difficile à provoquer, plus difficile à entraîner vers le superficiel. 6. Reste ferme dans le chaos. Être au milieu d'une tempête ne signifie pas toujours chercher un refuge. Parfois, cela signifie apprendre à marcher sous la pluie sans perdre le rythme. Beaucoup ne connaissent le calme que lorsque tout est en ordre à l'extérieur, mais ce n'est pas de la fermeté, c'est du confort.
La véritable fermeté est la capacité de tenir bon alors que le vent tente de vous faire plier, alors que les opinions vous frappent, alors que les émotions vous poussent vers des décisions qui ne vous représentent pas. C'est là que l'on distingue celui qui se contente de résister de celui qui domine. Le chaos ne va pas disparaître. Les gens ne cesseront pas de vous décevoir. Les situations ne cesseront pas de changer. Les problèmes ne cesseront pas d'apparaître quand vous le souhaitez. Alors la question est simple. Allez-vous continuer à tomber chaque fois que le monde tremble, ou allez-vous commencer à construire une base qui ne vacille pas à chaque bruit? La plupart des gens attendent que leur environnement leur apporte la paix pour se sentir en sécurité. Mais celui qui attend cela a déjà perdu. Parce que la vie n'est pas conçue pour s'adapter à votre tranquillité. C'est à vous de décider comment agir lorsque tout ce qui est externe menace de vous arracher le contrôle. La fermeté ne signifie pas la rigidité. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous ressentez, ni de devenir une pierre. Il s'agit de ne pas laisser vos sentiments décider pour vous. C'est la différence entre une montagne et une vague. La vague réagit à tout, change avec le vent, disparaît en quelques secondes. La montagne reste. Elle sait que le climat change, mais elle reste là. Votre esprit doit apprendre à être une montagne. Votre caractère aussi. Parce que si vous n'êtes fort que lorsque tout est en votre faveur, alors vous n'êtes pas fort. Vous êtes juste à l'aise. La science l'explique par la régulation émotionnelle. Les personnes ayant une grande stabilité émotionnelle ne sont pas celles qui ne ressentent rien, mais celles qui gardent leur clarté malgré ce qu'elles ressentent. Leur système nerveux a appris à ne pas paniquer face à l'incertitude. Et ce n'est pas un cadeau génétique, c'est le résultat d'avoir traversé le chaos sans se laisser aller. D'avoir tenu des conversations difficiles sans perdre son calme. D'avoir fait face à des décisions compliquées sans se victimiser. D'avoir été seul sans s'autodétruire. Ce type de fermeté ne s'enseigne pas, il se construit. Un esprit ferme dans le chaos n'a pas besoin d'être agressif. Il n'a pas besoin d'imposer ou de prouver quoi que ce soit. Il parle peu mais avec impact. Il décide lentement mais avec poids. Il se déplace lentement mais avec direction. Et cela déconcerte les autres, car il ne se laisse pas entraîner. Il ne réagit pas comme on s'y attend. Il ne s'effondre pas comme le feraient d'autres. L'environnement peut être en train de s'effondrer, mais vous gardez le même ton, le même regard, la même posture. Cela impose le respect, parce qu'il ne s'agit pas d'être dur, il s'agit d'être inébranlable. Tout commence dans le quotidien, dans la façon dont vous réagissez lorsque les plans changent, dans la façon dont vous gérez le désordre émotionnel des autres sans l'absorber, dans la façon dont vous tenez votre parole, même si le chemin se complique, dans la façon dont vous maintenez votre énergie lorsque tout semble vous pousser vers la fatigue, le drame, la plainte. Chaque instant est un test, chaque réaction est un choix. Et vous décidez si votre fermeté dépend du climat ou si elle vient de l'intérieur. Lorsque vous développez ce type de présence, vous ne cherchez plus à contrôler le chaos. Vous apprenez simplement à marcher à l'intérieur sans vous perdre. Parce que vous savez que votre valeur ne dépend pas de ce qui se passe, mais de la façon dont vous vous maintenez lorsque cela se produit. Et c'est ce qui vous rend différent, ce qui vous fait ressortir. 7. Remplacez la hâte par la précision. Accélérer sans direction est comme appuyer sur l'accélérateur dans un véhicule sans volant. Vous allez vite, mais nulle part. La hâte a été normalisée comme synonyme de productivité, alors qu'en réalité, c'est une forme d'anxiété socialement acceptée. La plupart des gens ne veulent pas avancer, ils veulent arriver. Et dans cette urgence d'arriver, ils ne comprennent pas où ils sont, ce qu'ils font, ni pourquoi ils le font. Ils courent simplement, s'épuisent, se frustrent et répètent. C'est ainsi que le sens se perd. C'est ainsi que le contrôle se perd. La hâte n'est pas un outil, c'est un piège. Un esprit qui vit en courant ne s'arrête jamais pour évaluer. Il réagit simplement. Il prend des décisions précipitées, parle sans réfléchir, agit sur l'impulsion. Il ne réfléchit pas, ne remet pas en question, ne corrige pas le cap. Et cette déconnexion coûte cher. Le problème est que l'environnement récompense celui qui semble occupé, pas celui qui avance consciemment. On valorise celui qui répond vite,
pas celui qui répond bien. On applaudit celui qui ne s'arrête pas, même s'il ne sait pas où il va. La précision est le contraire, c'est se déplacer avec intention, c'est savoir quand parler et quand se taire, quand agir et quand attendre, quand avancer et quand s'arrêter. C'est cette pause mentale qui vous permet d'observer la carte avant de marcher. Ce n'est pas de la lenteur, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de l'indécision, c'est du contrôle. La précision naît lorsque vous choisissez la profondeur plutôt que la vitesse. Lorsque vous comprenez que se déplacer par inertie est équivalent à reculer déguisé en avancement. La science le confirme. Le cerveau sous stress chronique perd sa capacité d'attention, détériore la mémoire de travail et réduit la qualité de la prise de décision. Vivre dans la hâte diminue votre niveau de présence, affaiblit votre pensée critique et bloque votre intuition. C'est comme essayer de résoudre un puzzle pendant que quelqu'un crie à l'oreille. Quel que soit l'effort que vous faites, le bruit vous empêche de voir clairement. Ce bruit, c'est votre hâte. Et aussi justifiable que soit le fait que vous faites beaucoup, si vous le faites sans conscience, vous perdez plus que vous ne le pensez. Changer la hâte pour la précision, c'est changer l'anxiété pour l'intention. C'est comprendre que chaque pas compte et que tous les pas ne doivent pas être rapides. Certains doivent être fermes, d'autres doivent être calculés. Certains doivent être lents, mais tous doivent être conscients. Parce que lorsque vous devenez précis, votre vie commence à avoir du sens. Vous ne faites plus pour faire, vous faites parce que vous savez. Vous savez pourquoi vous êtes où vous êtes, pourquoi vous faites ce que vous faites et où cela vous mène. C'est la différence entre être occupé et être en chemin. Pratiquer la précision n'est pas complexe. Il nécessite de petits actes quotidiens. Répondre après avoir réfléchi, pas avant. Planifier avant d'exécuter. Dire moins, mais avec plus d'impact. Revoir vos intentions avant de prendre des décisions importantes. Faire moins de choses, mais avec plus de concentration. Ne pas remplir vos journées de bruit pour vous sentir productif. Vous concentrer sur l'essentiel. Être conscient du prix de la dispersion. Parce que tout ce que vous faites à la hâte finit par coûter plus de temps plus tard. Les personnes qui imposent le plus de respect ne sont pas celles qui font le plus de choses, mais celles qui font les choses correctement, avec calme. On le voit à leur ton, à leur posture, à leur regard, à leur capacité à garder le contrôle même dans les moments de pression. Et ce calme ne vient pas du hasard, il vient du fait d'avoir remplacé la hâte par la précision. D'avoir choisi d'agir à partir du centre, pas de l'urgence, arrêter de courir par habitude. 8. Choisis des environnements qui apportent la paix. Marcher pieds nus sur du verre brisé t'apprend rapidement la valeur d'un bon sol. Il en va de même pour l'esprit. Tu peux avoir de la discipline, du calme, de la clarté, mais si ton environnement est toxique, chaotique ou rempli de bruit inutile, tu finiras inévitablement blessé. L'environnement dans lequel tu évolues façonne ton énergie, façonne tes pensées, façonne même ta façon de respirer. Il ne suffit pas de cultiver la paix intérieure si tu es constamment exposé à des lieux, des personnes ou des habitudes qui sabotent ce travail de l'extérieur. Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent garder leur calme sans rien changer autour d'elles. Elles se trompent en pensant qu'elles peuvent évoluer tout en étant entourées de cris, de plaintes, de drames, de comparaisons, d'exigences absurdes ou d'environnements pleins de tensions. Mais tout a un poids. Et être exposé tous les jours à des stimuli qui t'épuisent émotionnellement mine ta présence. Cela te vole ton focus. Cela te vole ta clarté. Cela te rend plus irritable, plus distrait, plus faible. Et ensuite, tu te blâmes de ne pas pouvoir maintenir le calme, alors qu'en réalité, tu es constamment poussé vers le déséquilibre. Choisir des environnements qui t'apportent la paix n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. C'est comprendre que tu n'es pas obligé de vivre au milieu du désordre émotionnel des autres. C'est accepter que le silence n'est pas la solitude, c'est un espace pour écouter ton esprit. C'est valoriser la lumière, l'ordre, la propreté, la musique appropriée, les lieux qui te permettent de respirer profondément et non pas seulement en urgence.
C'est donner à ton système nerveux l'opportunité de se reposer, de se réguler, de ne pas être en mode défense tout le temps. Il ne s'agit pas seulement de lieux physiques, il s'agit aussi de personnes, de conversations, de réseaux sociaux, de ce que tu consommes. Tu es entouré de voix, même si tu ne les vois pas, et chacune de ces voix a une influence. Certaines t'élèvent, d'autres t'épuisent. Certaines t'inspirent, d'autres t'éteignent. Certaines t'invitent à penser clairement, d'autres te remplissent seulement de bruit. Tu as besoin d'avoir le courage de poser des limites, de choisir intentionnellement qui tu permets près de toi, de fermer la porte à ce qui ne s'aligne plus avec la personne que tu travailles à devenir. Même si ton environnement ne peut pas être complètement changé, tu peux modifier la façon dont tu interagis avec lui. Tu peux créer des espaces internes de silence, même s'il y a du bruit à l'extérieur. Tu peux sélectionner ce que tu écoutes, ce que tu vois, ce que tu permets d'entrer dans ton esprit. Tu peux nettoyer ton espace. Tu peux organiser ta journée. Tu peux t'éloigner de ce qui ne s'ajoute pas. Et oui, tout cela coûte. Parce que choisir la paix signifie parfois déranger. Cela signifie dire non. Cela signifie arrêter de s'adapter là où tu t'adaptais toujours. Mais c'est le prix de l'évolution. Tu ne peux pas construire un esprit fort dans un environnement faible. Tu ne peux pas être sélectif avec tes pensées si tu n'es pas sélectif avec ce qui t'entoure. Et tu ne peux pas espérer une clarté mentale si l'endroit où tu vis, travailles ou passes du temps t'entraîne à être en mode alerte. Fais de ton environnement ton allié, pas ton ennemi. Fais en sorte que ce qui t'entoure soit le reflet de ton ordre interne, pas une source constante de tension. Choisir des environnements qui apportent la paix n'est pas un acte de confort, c'est un acte de discipline. C'est choisir ce qui te rend plus stable, plus conscient, plus ferme. Parce qu'une personne qui s'entoure de ce qui la nourrit pense mieux, décide mieux, vit mieux. Le calme se construit aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Et parfois, la chose la plus sage que tu peux faire n'est pas de résister au chaos, mais de te déplacer vers là où le calme habite aussi. La vie te frappe plus fort lorsque tu ne vois pas clairement. C'est pourquoi, avant de devenir fort, tu as besoin de t'arrêter et de comprendre où tu te tiens. Cette vidéo commence ainsi, avec l'idée que la véritable force ne naît pas lorsque tu fais du bruit, mais lorsque tu oses regarder à l'intérieur sans fuir. Si tu veux construire un esprit solide, tu devras te retirer du chaos, arrêter de réagir impulsivement et commencer à observer ta vie avec la même froideur qu'un stratège étudie une carte. Ici, nous ne parlons pas de motivation vide, nous parlons de silence, de solitude, de limites, de pouvoir intérieur. Nous parlons d'arrêter de mendier la clarté à l'extérieur et de commencer à la fabriquer à l'intérieur de toi. Cette vidéo va te conduire à des endroits inconfortables, ton ombre, tes blessures, tes schémas, ton besoin d'approbation. Mais elle va aussi te montrer le chemin pour devenir quelqu'un qui ne se brise plus, qui ne supplie plus, qui ne réagit plus, qui ne se perd plus dans le bruit émotionnel des autres. Si tu es prêt pour cela, reste. 1. Retire-toi pour voir clair. Imagine-toi entrant dans une pièce où les lumières sont allumées, mais toutes dirigées vers ton visage. Tu ne vois rien devant toi, seulement des éclats gênants qui te forcent à plisser les yeux. Si tu veux distinguer ce qui t'entoure, tu n'as pas besoin de plus de lumière, tu as besoin de faire un pas en arrière. Tu as besoin d'éteindre le bruit visuel qui t'aveugle, d'ajuster la distance, de changer ta position. La clarté n'arrive pas avec force, elle arrive avec distance. C'est cela se retirer, ne pas fuir, ne pas se rendre, mais reculer suffisamment pour voir ce que tu ne pouvais pas reconnaître auparavant. La plupart des gens ont peur de l'idée de se retirer parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre quelque chose, qu'ils vont rester en arrière, que les autres vont avancer pendant qu'ils s'arrêtent. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que continuer à avancer sans clarté est pire que de s'arrêter. Tu avances, oui, mais vers quoi? Vers une erreur répétée, vers une relation qui ne t'apporte plus rien, vers une conversation où tu dis ce que tu ne penses pas.
vers des décisions prises à partir de l'impulsion et non de la conscience. Se retirer est l'acte le plus stratégique qu'une personne qui a décidé d'arrêter de vivre à l'aveuglette peut faire. Quand tu te retires, les bruits commencent à se séparer. Ce qui semblait auparavant un seul chaos devient des signaux différenciés. Tu reconnais quelle émotion vient de toi et laquelle vient des autres. Tu distingues ton intuition de la peur. Tu perçois ce qui te dérange vraiment et ce qui n'a fait qu'effleurer ton ego. Et c'est ici que la partie la plus difficile commence. Accepter ce que tu vois. Parce que se retirer te montre des vérités inconfortables sur les personnes, les situations et aussi sur toi-même. Et ça fait mal. Mais cette douleur est nécessaire, c'est le prix de la clarté. Carl Jung disait que la personne qui regarde vers l'extérieur rêve, mais celle qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Se retirer est précisément ce pas vers l'intérieur. C'est ce silence où tu découvres quelle partie de toi est en action, quelle partie de ton ombre te pousse, quelles blessures te font réagir comme tu réagis. Quand tu ne te retires pas, tu agis de manière automatique. Quand tu te retires, tu choisis consciemment. Et c'est là que commence la véritable transformation. De plus, se retirer te rend quelque chose que tu as perdu sans t'en rendre compte. Le contrôle sur ton énergie. Quand tu es impliqué dans des discussions, des attentes d'autrui, des impulsions émotionnelles et du bruit externe, ton énergie se disperse, s'échappe, se dilue. Mais quand tu te retires, elle revient. Tu commences à sentir que ton esprit s'organise, que ton corps se repose, que ta respiration revient à son rythme naturel. Tu retrouves ton centre, et une personne qui retrouve son centre devient plus difficile à manipuler, plus difficile à confondre, plus difficile à abattre. La clarté que tu obtiens en te retirant n'est pas une clarté émotionnelle et fragile. C'est une clarté qui se ressent comme un sol solide sur lequel tu peux enfin te tenir debout et décider avec maturité. Tu commences à remarquer des schémas. Tu te rends compte de qui parle à partir de ses blessures et de qui parle à partir de sa conscience. Tu comprends quelles batailles valent ton énergie et lesquelles cherchent seulement à t'épuiser. Tu découvres que souvent, ce n'était pas que tu ne savais pas quoi faire, mais que tu étais trop près du feu pour penser calmement. Te retirer ne te rend pas froid, il te rend conscient, il ne te rend pas distant, il te rend précis. Il ne te transforme pas en quelqu'un qui se cache, il te transforme en quelqu'un qui observe avant d'agir. Et ce sont ces personnes qui cessent de réagir impulsivement et commencent à se déplacer avec intention. Des personnes qui ne vivent plus dans la confusion, mais éveillées. Des personnes qui ne font plus de pas par inertie, mais par clarté. 2. Contrôle ta réaction. Peu de choses révèlent plus sur une personne que les 3 premières secondes après un choc émotionnel. C'est comme une photographie instantanée de l'âme. Imagine que quelqu'un te lance une étincelle allumée. Si tu réagis immédiatement, l'étincelle se transforme en feu. Mais si tu tiens le moment, si tu l'arrêtes dans l'air, tu peux l'observer assez longtemps pour décider quoi en faire. Contrôler ta réaction, c'est exactement cela. Maîtriser l'intervalle entre le stimulus et ta réponse. Transformer cet instant en ton territoire et non en celui du monde. La plupart des gens réagissent par instinct, pas par conscience. Ils répondent pour défendre leur ego, pour gagner une dispute, pour prouver un point, pour ne pas se sentir inférieur. Mais ces réactions impulsives ne te rendent pas fort, elles te rendent prévisible. Et une personne prévisible est facile à manipuler. Si quelqu'un sait ce qui te fait réagir, il sait comment te contrôler. Si quelqu'un sait quel mot te brise, il sait comment te dominer. C'est pourquoi contrôler ta réaction n'est pas un acte de passivité, c'est un acte de pouvoir. Quand tu contrôles ta réaction, la conversation change, l'énergie change, la dynamique change. Tu n'es plus la personne qui répond sans réfléchir, tu es la personne qui choisit. Et choisir est un privilège que seuls ceux qui se connaissent ont. Cela ne signifie pas refouler tes émotions, cela signifie les comprendre avant de les exprimer. Un stoïcien ne réprime pas, il interprète. Un conscient ne s'éteint pas, il observe. Un leader n'explose pas, il décide quand parler et quand se taire. Contrôler ta réaction implique de comprendre que tout ne mérite pas une réponse.
Beaucoup de gens parlent de leur douleur, pas de leur intention. Et si tu le prends personnellement, tu perds. Contrôler ta réaction signifie aussi être capable de mettre en pause l'impulsion de te défendre. Parce qu'il ne s'agit pas toujours de te défendre, mais de protéger ton énergie. La plupart des gens répondent par habitude, tu dois répondre par stratégie. La différence est abyssale. Dans ces secondes de pause, ton véritable entraînement interne se révèle. C'est là que tu changes les modèles, que tu brises les cycles et que tu décides de ne pas répéter la même histoire émotionnelle encore une fois. L'impulsion veut crier, la conscience veut comprendre. L'impulsion veut attaquer, la conscience veut interpréter. L'impulsion veut montrer du pouvoir. La conscience sait que le véritable pouvoir n'a pas besoin de démonstration. Contrôler ta réaction n'est pas une reddition, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. C'est regarder l'attaque, le commentaire, la provocation, la critique ou la déception et te dire à toi-même « je ne vais pas donner mon énergie ». C'est savoir que chaque réaction est un investissement et que tout ne mérite pas cette dépense. C'est te rendre compte que celui qui ne contrôle pas sa réaction finit par justifier ses erreurs, mais celui qui maîtrise sa réaction commence à construire de la cohérence. Et il y a quelque chose de plus profond. Quand tu contrôles ta réaction, tu découvres qui tu es sous l'impulsion. Tu te vois sans couche, sans filtre, sans masque. Tu découvres ce qui te fait mal, ce qui te dérange, ce qui t'active et ce qui te calme. Contrôler ta réaction te rend un étudiant constant de toi-même et c'est l'essence de la croissance. Pense à cela. Chaque fois que tu réagis sans penser, tu cèdes le contrôle. Chaque fois que tu réponds avec clarté, tu récupères du pouvoir. Tu n'as pas à gagner des disputes, tu as à gagner du contrôle interne. Et plus tu as de contrôle sur toi, moins le monde a de contrôle sur ta paix. Contrôler ta réaction te rend solide, quelqu'un qui ne tombe pas au premier coup, quelqu'un qui peut tenir le silence sans se briser. C'est la force qui distingue ceux qui vivent de l'impulsion de ceux qui vivent du but. 3. Fais de la solitude ta force. La vie est mieux comprise lorsque tu observes comment les gens agissent quand le bruit cesse. Beaucoup dépendent tellement du bruit externe que quand tout devient silencieux, ils se sentent nus. C'est comme être dans une pièce où toutes les voix, toutes les notifications et toutes les attentes s'éteignent. Et soudain, tu entends quelque chose qui a toujours été là, mais que tu ignorais. Ton propre esprit. La solitude est cet endroit où tu peux finalement t'écouter sans interférence, sans masque, sans distraction, sans filtre. Et bien que cela soit inconfortable au début, c'est aussi le seul espace où tu peux construire une véritable force. La plupart craignent la solitude parce qu'ils sont obligés de faire face à ce qu'ils évitent lorsqu'ils sont accompagnés. Peur, souvenirs, décisions reportées, blessures encore ouvertes. Tout ce que tu es là, sans permission. Mais ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. La solitude révèle des choses que la compagnie cache. Elle te montre qui tu es quand personne ne te regarde, et cette version de toi est la plus honnête qui existe. Si tu apprends à vivre avec elle, tu deviens quelqu'un de dangereux dans le bon sens, quelqu'un qui n'a pas besoin du monde pour se sentir complet. En solitude, tu découvres tes limites réelles, ta capacité interne, ton histoire émotionnelle et aussi ton pouvoir personnel. La solitude ne te brise pas, elle te polit. Elle ne t'éteint pas, elle t'ordonne. Elle ne te vide pas, elle t'éclaire. La raison pour laquelle beaucoup n'arrivent jamais à avoir de la clarté est parce qu'ils sont toujours entourés de bruit, de distractions, de personnes qui projettent leurs insécurités, d'environnements qui ne les laissent pas penser profondément. Lorsque tu choisis la solitude, tu choisis de te diriger vers la racine de ta vie, vers les parties qui définissent ton caractère et ton destin. Carl Jung expliquait que personne ne se trouve lui-même entouré de foule, que le voyage intérieur est un chemin qui se parcourt en silence. Dans ce silence, tu découvres l'ombre, mais tu découvres aussi la partie de toi qui veut grandir, la partie qui veut de l'ordre, de la discipline et de la cohérence. La solitude t'oblige à reconnaître ce qui te retient et ce que tu dois laisser derrière toi pour avancer. Et bien que cela fasse mal,
Cette vérité est plus libératrice que n'importe quelle compagnie qui ne fait que te distraire de toi-même. La puissance de la solitude est qu'elle te rend autonome. Une fois que tu as appris à être bien avec toi-même, personne d'autre ne peut t'offrir quelque chose que tu ne peux pas te donner toi-même. Tu ne cherches plus la validation, tu n'as plus besoin de trop expliquer, tu ne te brises plus quand quelqu'un part, parce que tu ne te quittes plus toi-même. Lorsque tu fais de la solitude ta force, tu découvres que tu n'es pas seul, tu es avec toi, et être avec toi est suffisant pour commencer n'importe quelle transformation. De plus, la solitude te prépare à mieux choisir les personnes. Lorsque tu vas bien avec toi-même, tu n'acceptes plus n'importe quelle présence, juste pour combler un vide. Maintenant tu évalues, tu filtres, tu observes. Tu comprends qui ajoute et qui draine, qui construit et qui détruit. La solitude t'enseigne que la compagnie ne doit pas guérir les blessures, elle doit accompagner les cicatrices déjà guéries. Fais de la solitude un territoire sacré, un espace où tu te retires pour réfléchir, pour recalibrer, pour prendre des décisions avec intelligence. La solitude bien utilisée te renforce tellement que lorsque tu reviens au monde, le monde ne pourra plus te sortir de ton centre. Tu deviens une personne ferme, stratégique, difficile à manipuler. Une personne qui n'a pas peur d'être seule n'a pas non plus peur de perdre quelqu'un. Et cette liberté émotionnelle est un type de pouvoir que peu osent cultiver. 4. Apprécie ta présence. La vie ressemble à une table où chaque personne apporte quelque chose. Présence, énergie, attention, temps, intention. Mais tout le monde n'apporte pas la même chose, ni avec le même poids. Il y a des personnes qui mettent tant de valeur sur la table qu'elles changent l'atmosphère dès qu'elles arrivent. Et il y en a d'autres qui, même si elles sont là, ne font pas de différence. La question est simple mais inconfortable. Qu'est-ce que ta présence représente ? Quelque chose de rare et précieux ou quelque chose de disponible et facile à ignorer ? Apprécier ta présence signifie comprendre que ton temps et ton énergie ne sont pas des pièces à donner, mais des ressources qui définissent ta vie entière. Beaucoup perdent de la valeur parce qu'ils sont disponibles pour tout le monde. Ils répondent immédiatement, expliquent trop, justifient chaque mouvement, donnent leur présence sans discernement, restent dans des endroits où ils ne devraient plus être. Lorsque ta présence est bon marché, les gens la traitent comme telle. Mais lorsque tu apprends à apprécier ta présence, le monde commence à se comporter différemment avec toi. Tu n'es plus quelqu'un que n'importe qui peut consommer émotionnellement. Tu es quelqu'un qui se respecte, qui se réserve, qui décide où et quand apparaître. Apprécier ta présence commence par reconnaître ton propre poids. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de vanité, il s'agit de comprendre que tout ce que tu fais, dis, acceptes ou permets crée une empreinte émotionnelle dans ton environnement. Ta présence modifie les dynamiques, influence les décisions, change les intentions. Mais si tu ne le vois pas, personne ne le verra. La présence est comme la lumière. Si tu l'utilises sans conscience, elle est gaspillée. Si tu la diriges avec intention, elle transforme. Carl Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient te contrôle, et cela s'applique aussi à ta présence. Si tu ne t'arrêtes jamais pour penser à l'impact que tu as, tu vis dans l'inconscience, donnant ton énergie à des situations, des personnes et des lieux qui ne la méritent pas. Lorsque tu commences à t'observer, tu découvres quelque chose de puissant. Toutes les conversations n'ont pas besoin de ta voix, toutes les discussions n'ont pas besoin de ta défense. Toutes les personnes ne méritent pas l'accès à ton temps. Apprécier ta présence, c'est apprendre à choisir. Ta présence est plus que ton corps. C'est ton attention, ton calme, ton regard, ton silence, ton intensité, ta clarté. Lorsque tu es présent avec conscience, tout ce que tu dis a plus de force. Tout ce que tu tais a plus de sens. Tout ce que tu fais a plus d'impact. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois apprendre à te retirer à temps, à ne pas trop t'exposer, à ne pas toujours vouloir plaire, à arrêter de prouver ta valeur pour simplement l'incarner. Il y a quelque chose que peu de gens admettent. La valeur de ta présence dépend aussi de ce que tu permets. Si tu acceptes les mauvais traitements, ta présence perd du poids.
Si tu tolères le manque de respect, ta présence se dilue. Si tu expliques trop, ta présence devient légère. Mais si tu restes ferme, ta présence devient percutante. Lorsqu'une personne sait qu'elle peut perdre l'accès à toi si elle franchit certaines limites, ta présence devient importante par elle-même. Apprécier ta présence, ce n'est pas devenir inaccessible sans raison, c'est devenir conscient de ce que tu es et de ce que tu apportes. Lorsque tu le comprends, tu commences à entrer dans les lieux avec intention, non par nécessité. Tu commences à parler seulement quand cela en vaut la peine, non pour remplir des espaces. Tu commences à écouter avec un esprit clair, non avec de l'anxiété. Tu commences à te retirer lorsque tu remarques que ton énergie ne se déplace plus en cohérence avec l'environnement. Et une chose de plus, lorsque tu apprécies ta présence, tu attires ceux qui apprécient également la leur. Des personnes conscientes, équilibrées, profondes, capables de voir ce que tu apportes sans que tu aies à le crier. Ta présence devient un filtre naturel. Celui qui ne sait pas l'apprécier s'éloigne. 5. Dirige avec le silence. Le vrai pouvoir est comme un courant souterrain. Il ne fait pas de bruit, ne s'annonce pas, ne se vante pas. Mais il déplace des montagnes depuis le bas. C'est ainsi que fonctionne le leadership silencieux. Invisible pour ceux qui cherchent du spectacle, évident pour ceux qui savent observer. Diriger depuis le silence ne signifie pas se taire, mais diriger depuis la cohérence, depuis la présence, depuis la discipline interne. C'est te gouverner d'abord pour que tes décisions, ton énergie et ta façon d'être dans le monde inspirent plus que n'importe quel discours. Beaucoup de gens confondent le leadership avec le fait d'être vu, entendu ou applaudi. Comme si la validation externe était une garantie d'autorité. La vérité est autre. Les leaders les plus forts ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui vivent ce qu'ils disent. Lorsque tu diriges depuis le silence, tu le fais depuis la constance, depuis le caractère, depuis l'autocontrôle. Tu n'as pas besoin de t'imposer car ta présence communique déjà plus que tes mots. Et ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut atteindre. Le leadership silencieux naît lorsque tu cesses de chercher à convaincre et que tu commences à construire par l'exemple. N'importe qui peut parler, maintenir une vie cohérente et pour quelques-uns. Lorsque tu diriges avec le silence, tu deviens quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne réagit pas au chaos mais qui l'ordonne de l'intérieur. Ton calme devient une référence, ton attitude un guide, ton autocontrôle une invitation pour que les autres s'organisent émotionnellement autour de toi. Carl Jung expliquait que l'inconscient détecte la cohérence avant même l'esprit rationnel. C'est pourquoi, lorsqu'un leader silencieux entre dans une pièce, l'énergie change sans qu'il ait dit quoi que ce soit. Sa clarté se fait sentir, sa fermeté stabilise, sa sérénité affecte tout l'environnement. Non pas parce qu'il impose, mais parce qu'il incarne un ordre interne que les autres perçoivent. Et il est impossible de ne pas suivre quelqu'un qui est en contrôle de lui-même. Diriger avec le silence implique quelque chose de plus profond. Renoncer au besoin de démontrer le pouvoir. Celui qui a besoin de le démontrer ne l'a pas. Celui qui l'a le reflète sans parler. Lorsque tu diriges depuis ton centre, tu ne te bats pas, tu ne cherches pas à être le plus fort, tu n'humilies pas, tu ne te vantes pas. Tu avances simplement avec direction. Les gens suivent naturellement celui qui sait où il va, pas celui qui crie le plus. De plus, le leadership silencieux te protège. Lorsque tu ne révèles pas tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu prévois, tu évites que les autres utilisent tes informations contre toi. La discrétion n'est pas de la méfiance, c'est de la stratégie. Tout le monde ne doit pas connaître tes pas, tes blessures ou tes intentions. Les leaders silencieux comprennent que beaucoup de batailles sont gagnées sans que personne ne voie le processus. Ils n'observent que le résultat final. Et il ne s'agit pas de disparaître ou de devenir distant. Il s'agit de choisir quand parler, comment parler et quoi parler. Il s'agit de parler moins et de faire plus. Il s'agit que tes décisions parlent pour toi, que ta vie soit un message, que ta conduite soit ton enseignement. La parole perd de sa force lorsqu'elle n'est pas soutenue par des actions, mais lorsque l'action et le silence sont alignés.
ton pouvoir devient incontestable. Diriger avec le silence signifie aussi supporter l'incompréhension. Celui qui dirige sans s'expliquer à chaque étape est souvent critiqué par ceux qui ont besoin de bruit pour se sentir en sécurité. Mais ta mission n'est pas de plaire, c'est d'avancer. Ce n'est pas de donner des explications, c'est de maintenir la direction. La clarté est pour toi, pas pour tout le monde. Et tant que tu l'as, le bruit externe perd de son poids. Être un leader silencieux te rend difficile à manipuler. Tu ne réagis pas par impulsion, tu ne révèles pas tes faiblesses, tu ne dépends pas de la reconnaissance. Tu agis depuis la stratégie, depuis la maturité, depuis la conscience. 6. Regarde ton ombre. Chaque personne marche avec une lumière qui montre ce qu'elle veut enseigner et avec une ombre qui révèle ce qu'elle essaie de cacher. C'est comme marcher avec le soleil derrière toi. Tu avances en ne voyant que ce qui est devant tes yeux, mais l'ombre te suit, t'accompagne, te trahit. L'ignorer ne la fait pas disparaître, cela la rend seulement plus grande. Regarder ton ombre signifie oser voir ces parties de toi qui te dérangent, celles qui te mettent dans des problèmes, celles qui affectent tes décisions sans que tu t'en rendes compte. La plupart des gens craignent leur ombre parce qu'ils la confondent avec quelque chose de mauvais. Ils pensent que regarder leurs insécurités, leur jalousie, leur orgueil, leur besoin d'approbation ou leur peur est un signe de faiblesse. Le contraire est vrai. En psychologie profonde, Carl Jung enseignait que l'ombre est la clé pour comprendre pourquoi tu réagis comme tu réagis, pourquoi tu tombes dans les mêmes schémas, pourquoi tu répètes des relations qui te blessent ou des situations qui t'épuisent. L'ombre n'est pas ton ennemi, c'est ta carte. Regarder ton ombre exige une honnêteté brutale envers toi-même. Cela nécessite que tu acceptes que certains comportements proviennent de blessures non résolues, d'attentes nuisibles, de trahisons qui font encore mal, d'histoires que tu n'as jamais traitées. Cela nécessite de reconnaître que parfois le problème n'est pas le monde, mais ce que le monde active en toi. L'ombre te montre que tu n'es pas une victime, tu es un participant. Et à partir de là, tu peux changer. L'ombre te révèle aussi tes forces cachées. Beaucoup de tes capacités naissent dans les endroits où tu as souffert. Ta discipline, par exemple, peut venir de moments où tu as perdu le contrôle. Ta force, des jours où personne ne t'a soutenu. Ton intuition, des fois où tu as ignoré des signes. Tout dans l'ombre n'est pas obscurité, c'est aussi un fichier. C'est de l'information émotionnelle accumulée. C'est une connaissance qui attend d'être utilisée avec conscience. La regarder ne signifie pas te juger. Cela signifie te comprendre. Cela signifie te demander pourquoi le succès de quelqu'un te dérange tant, pourquoi le silence d'une autre personne te désespère, pourquoi certains commentaires t'agitent, pourquoi tu as besoin de prouver tant, pourquoi il est difficile pour toi de fixer des limites. Chaque réponse est une pièce de ton ombre, et lorsque tu l'intègres, lorsque tu la reconnais comme une partie de toi, elle cesse de te contrôler depuis l'arrière. Celui qui regarde son ombre devient une personne dangereuse, parce qu'une personne consciente de ses faiblesses cesse de tomber dans des pièges. Une personne qui comprend ses blessures ne se laisse plus manipuler par les mêmes dynamiques de toujours. Une personne qui accepte son obscurité éclaire sa vie avec plus de précision. L'ombre ne s'élimine pas, elle s'intègre, et en l'intégrant, tu deviens une personne complète. Regarder ton ombre est un acte de courage. Tout le monde ne le fera pas, car il faut du courage pour accepter ce qui fait mal, pour lâcher ce qui te rendait confortable et pour te reconstruire avec clarté. Mais celui qui le fait se transforme en quelqu'un de solide, de profond, et difficile à briser. Parce que l'ombre, lorsqu'elle est regardée en face, cesse d'être une menace et devient un outil. 7. Élève tes standards. La vie ressemble à une porte automatique. Elle ne s'ouvre que lorsqu'elle détecte quelque chose qui s'approche avec suffisamment d'intention. Si tu t'approches sans conviction, elle reste fermée. Si tu t'approches avec hésitation, elle ne te reconnaît même pas. Tes standards fonctionnent de la même manière. Ils se ferment pour ce qui n'est pas à ton niveau et ne s'ouvrent que pour ce qui est vraiment aligné avec toi. Élever tes standards n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de protection.
C'est décider que ton énergie, ton temps et ta paix ne seront pas à la portée de n'importe qui. Beaucoup vivent avec des standards si bas qu'ils acceptent des miettes émotionnelles, des amitiés qui n'apportent rien, des relations sans profondeur et des opportunités qui ne les défient pas. Ils pensent que se contenter est une forme d'humilité, mais ce n'est pas le cas. Se contenter, c'est renoncer à ce que tu es capable de construire. Élever tes standards signifie comprendre que ce que tu permets reflète ce que tu crois mériter. Si tu permets peu, tu recevras peu. Si tu permets le respect, tu recevras le respect. Si tu permets la croissance, tu attireras la croissance. Carl Jung expliquait que tout ce que tu tolères, sans questionner, finit par façonner ton destin. Si tu tolères le désordre, ta vie devient chaotique. Si tu tolères le désintérêt, tes relations deviennent vides. Si tu tolères les traitements injustes, ton énergie devient lourde. Élever tes standards signifie filtrer ce qui t'entoure avec une conscience plus fine. Tout n'est pas digne de ta présence. Tout ne mérite pas ton engagement. Tout ne doit pas franchir ta frontière émotionnelle. Quand tu élèves tes standards, tu perds des personnes, mais tu trouves une direction. Ceux qui peuvent maintenir le rythme restent. Ceux qui ne veulent pas grandir partent. Tu ne dois pas craindre ce processus, car c'est un nettoyage naturel. Les bonnes connexions ne ressentent pas tes standards comme un fardeau, mais comme une invitation. Car ceux qui grandissent aussi reconnaissent la valeur de quelqu'un qui ne se contente pas du minimum. Élever tes standards implique également d'élever ta propre conduite. Tu ne peux pas demander du respect si tu ne te respectes pas. Tu ne peux pas demander de la clarté si tu continues à nourrir le chaos. Tu ne peux pas demander de la loyauté si tu continues à douter de tes propres décisions. Des standards élevés exigent des habitudes élevées. Ils exigent de la discipline, de la cohérence et une vigilance constante sur ton propre comportement. Quand tu élèves tes standards, ta vie cesse d'être gouvernée par le besoin et commence à être guidée par le choix. Tu n'acceptes plus n'importe quoi juste pour ne pas être seul. Tu ne restes plus là où tu ne grandis pas. Tu ne négocies plus ta valeur pour t'intégrer. Tu commences à bouger à partir d'une force intérieure qui se ressent dans ta posture, dans ton silence, dans ton regard. Élever tes standards te transforme en quelqu'un qui ne se vend pas à bas prix, quelqu'un qui ne se modifie pas pour plaire, quelqu'un qui sait qui il est et ce qu'il mérite. 8. Influence avec ton absence. Certaines personnes ne comprennent pas la valeur de ta présence jusqu'à ce que le silence que tu laisses commence à peser plus que tes mots. C'est comme éteindre le moteur d'une machine qui fait du bruit depuis des années. Au début, tout semble normal, mais ensuite on ressent un vide étrange, un manque de vibration, une absence qui révèle combien tu soutenais sans t'en rendre compte. Influencer avec ton absence signifie comprendre que, parfois, se retirer n'est pas perdre du pouvoir, mais le récupérer. La plupart des gens pensent que pour influencer, il faut être présent tout le temps, intervenir dans chaque conversation, démontrer sa valeur dans chaque espace. Mais une présence constante peut te rendre invisible. Quand tu es toujours là pour tout le monde, tu cesses d'être spécial. Quand tu dis toujours oui, ton oui perd de sa force. Quand tu es toujours disponible, ton essence perd de son poids. L'absence stratégique redonne cette force, ce magnétisme, cet impact qui n'apparaît que lorsque tu laisses de l'espace pour que les autres ressentent ce que tu es sans t'avoir en face. Influencer avec ton absence implique de retirer ton énergie quand elle n'est plus valorisée. Ce n'est pas une punition, c'est de la clarté. C'est te rendre compte que l'insistance épuise, que l'explication fatigue, que la justification t'affaiblit. Au contraire, t'éloigner te ramène à toi. Il te donne de la perspective, il te donne le contrôle, il te montre qui t'apprécie vraiment et qui n'appréciait que ta disponibilité. Carl Jung disait que ce que nous retirons de la conscience revient transformé. L'absence agit de la même manière, elle transforme les relations, clarifie les intentions, révèle les vérités. Quand tu t'absentes, les autres commencent à remarquer des détails qui passaient inaperçus. Ton calme,
ton soutien, ton intelligence émotionnelle, ton énergie, ta présence. Des choses qui semblaient normales auparavant sont maintenant essentielles. C'est ça l'influence. Tu n'as pas à demander le respect, tu n'as pas à exiger la reconnaissance. Ton absence parle pour toi. Influencer avec ton absence ne signifie pas disparaître sans raison ni manipuler les émotions. Cela signifie avoir la maturité de s'éloigner lorsque l'environnement cesse d'être cohérent avec ta croissance. Cela signifie ne pas se battre là où il n'y a pas de réciprocité. Cela signifie ne pas t'épuiser là où on ne t'écoute plus. Cela signifie partir avant de te perdre. Et cette décision, bien que beaucoup ne la comprennent pas, crée un message silencieux qui a plus d'impact que n'importe quelle confrontation. Le plus puissant de l'influence avec ton absence est qu'elle te reconnecte avec toi-même. Tu commences à valoriser ton énergie, ton temps, ta tranquillité. Tu commences à sentir que tu reviens à ton propre axe. Tu commences à remarquer comment l'esprit se clarifie quand tu t'éloignes des personnes qui te confondaient. Tu commences à voir comment ton estime de toi grandit quand tu arrêtes d'investir dans ce qui ne répond pas. Et quand tu reviens, si tu décides de revenir, tu le fais à partir d'un lieu de pouvoir, pas de manque. L'absence stratégique te rend inoubliable, non pas parce que tu cherches à attirer l'attention, mais parce que ton silence ordonne, ton absence organise, ta distance nettoie. Ta décision de t'éloigner oblige les autres à se regarder et à se demander ce qui a changé, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont cessé de valoriser. L'influence dans sa forme la plus pure. 9. Dominez-vous d'abord. Le vrai pouvoir ressemble à tenir une bête sauvage à main nue. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas les circonstances, ce n'est pas le destin. C'est votre esprit, votre élan, votre peur, votre colère, votre besoin d'avoir raison. La bête, c'est vous, et si vous ne la dominez pas, elle dirige votre vie par instinct, pas par conscience. Se dominer d'abord signifie devenir le maître de cette force intérieure, pas son prisonnier. Beaucoup de gens veulent contrôler la vie, contrôler les autres, contrôler les résultats, contrôler les émotions des autres. Ils essaient de gouverner l'extérieur sans s'être gouvernés eux-mêmes. Et c'est la racine du chaos. Si vous ne vous contrôlez pas, n'importe quel mot vous déstabilise, n'importe quel rejet vous brise, n'importe quelle perte vous enfonce, n'importe quelle frustration vous fait exploser. Vous vivez en réagissant, pas en choisissant. Vous vivez en survivant, pas en créant. Le premier signe de maîtrise intérieure est votre réponse émotionnelle. Non pas parce que vous ne ressentez pas, mais parce que ce que vous ressentez ne vous entraîne plus. Vous êtes capable de respirer avant de réagir, capable d'identifier si votre douleur vient du présent ou d'une vieille blessure, capable de reconnaître quand vous êtes sur le point de dire quelque chose qui ne représente pas votre niveau. Ce self-control ne vous enlève pas votre humanité, il vous donne du caractère. Se dominer implique aussi d'être capable de discipliner votre esprit quand il veut prendre la voie facile. L'esprit cherchera toujours le confort, la validation immédiate, la gratification rapide. Il veut éviter le silence, la solitude et la responsabilité. Mais la maîtrise intérieure exige de faire ce que vous devez, pas ce que vous voulez sur le moment. Chaque fois que vous choisissez la discipline sur l'impulsion, vous renforcez le muscle du self-control. Une autre partie clé de se dominer est d'arrêter de lutter contre tout. Beaucoup de batailles n'existent qu'en vous. Vous vous disputez avec vous-même, vous vous expliquez plus que nécessaire, vous vous punissez pour des erreurs, vous vous comparez à tout le monde, vous vous exigez l'impossible. Se dominer signifie arrêter ce bruit, mettre de l'ordre dans votre conversation intérieure, reconnaître que votre esprit peut être votre pire ennemi ou votre meilleur allié. La différence réside dans le fait de le diriger ou de le laisser libre. Les gens qui ne se dominent pas eux-mêmes ont tendance à perdre des opportunités parce que leurs émotions gouvernent leurs décisions. Les gens qui se dominent attirent la stabilité, le respect, la croissance, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont fiables, même pour eux-mêmes. Ce type de personne inspire sans rien dire, dirige sans imposer, avance sans faire de bruit.
Se dominer d'abord ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie se contrôler soi-même pour que l'extérieur n'ait plus de pouvoir sur votre paix. C'est le vrai leadership. C'est la vraie force. C'est le sommet de tout ce processus. Devenir quelqu'un qui peut porter son propre poids émotionnel sans s'effondrer. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.